Alors, j'ai l'impression que vous êtes bien à l'heure. Je vous vois apparaître. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très contents de vous recevoir pour ce deuxième webinaire organisé et animé par Andy Réseau. Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier nos traducteurs, nos traductrices en langue des signes du cabinet SILS. Donc, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons animer ce webinaire sur justement un comportement. Qu'est-ce qu'un comportement? Qu'est-ce qu'un comportement inadapté? Et quels en sont justement les résultats? Quels sont les conseils que pourrait nous donner notre éthologue senior qui est Anne Mongermont et également mon associé. Voilà. Alors, quand je regarde, là, vous êtes déjà 33 à être connectés. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Donc, on va essayer d'attendre un peu les uns et les autres. Vous êtes plus de 97, donc pour ce deuxième webinaire. Permettez-moi de vous dire l'objectif, en fait, de ces webinaires que nous avons décidé d'organiser avec l'équipe d'Andy Réseau. C'est aussi une façon pour ceux qui sont évidemment en télétravail, parce que nous sommes confinés. Comme Anne vous disait la semaine dernière, nous avons besoin d'apprendre, de continuer à mettre notre cerveau en action, de pouvoir nous aérer un peu nos neurones dans ce confinement quotidien un peu routinier. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment une façon exceptionnelle de pouvoir vous informer et de vous aussi de communiquer sur ce qu'est ce métier, qu'est l'éthologue accompagnateur dans vos entreprises pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, en situation également de fragilité professionnelle. Et quand je vais vous présenter ce que fait Andy Réseau en quelques mots, vous allez voir pourquoi nous avons développé aussi un service dédié à la fragilité professionnelle et évidemment aux ressources humaines. Donc, quand je regarde, vous êtes déjà 41 à être inscrits. Donc, je vous propose surtout de bien converser. Donc, merci, bonjour à tous. Il y a Marie-Pierre, Anne-Cécile, voilà, Swazik, on vous connaît, on en connaît beaucoup parmi vous, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Donc, une petite orientation technique. Donc, ce webinaire, comme vous êtes très nombreux, on va vous donner la parole par la petite bulle qui est en bas, converser. Vous pouvez cliquer bien sûr dessus et pouvoir écrire une question. Nous y reviendrons de manière très fluide pendant cette heure de webinaire. Et vous pouvez également saisir uniquement les conférenciers, mais nous proposons que vous fassiez proposer à tous les conférenciers participants pour que tout le monde puisse voir vos questions. Alors, je vous propose que nous commencions. Donc, tout d'abord, permettez-nous de nous présenter. Nous sommes Andy Réseau. Andy Réseau, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises pour se mettre en place, pour dédier justement, développer une politique handicap, mais pas que, à une politique aussi sur le recrutement, sur l'accompagnement des managers, et grâce à ce biais qui est l'éthologie, qui est la science du comportement. Et c'est bien l'idée justement de ce webinaire. Nous allons parler comportement, comportement inadapté ou comportement justement à mieux adapter dans l'entreprise, voire dans nos familles. Donc, Andy Réseau, c'est effectivement les accompagnements pour vos salariés, pour vos managers, leur apprendre justement à mieux communiquer et mieux travailler dans l'entreprise. Nous organisons également des formations. Alors, ces formations, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ces formations, elles sont destinées aux managers, elles sont destiné aussi à toutes les personnes qui ont un lien. On a des petits problèmes, vous savez, dans les webinaires en ce moment. Vous m'entendez là? Ça coupe beaucoup. Ça coupe un peu. Bon, et là, c'est mieux? Là, pour l'instant, oui, c'est mieux.
Bon, si. Donc, effectivement, Handi-Réseau, ce sont aussi des événements, donc des formations en distanciel, en présentiel, mais aussi des événements que vous devez connaître, les trophées des femmes en EA, destinés à remercier des femmes qui travaillent en entreprise adaptée. Nous organisons ça tous les ans, plus une semaine pour entreprendre, destinée aussi à sensibiliser les jeunes et les demandeurs d'emploi en situation de handicap à l'entrepreneuriat. Et dernière chose, nous avons des petites surprises pour après justement le confinement. Nous développons des formations liées au comportement animal. Comment est-ce que le comportement animal peut justement aider les entreprises à s'inspirer de ces comportements pour mieux travailler et mieux prévoir l'après, justement l'après-confinement. Alors, je vais donner maintenant la parole à Anne Mongermont, que je ne présente plus, évidemment. Anne, qui est mon associée et qui est éthologue. Donc déjà, Anne, est-ce que tu peux nous parler d'éthologie? Qu'est-ce que c'est que l'éthologie, cette science bizarre que moi je ne connaissais pas il y a 5 ans? Bonjour à tous. Oui, bien sûr, je peux vous parler de mon métier puisque j'ai un métier un petit peu particulier puisque la plupart du temps, les gens ne connaissent pas mon métier. Donc moi, je suis une éthologue humain. L'éthologie, donc ça vient de ethos, hein, E-T-H-O, pour répondre comment ça s'écrit, E-T-H-O-L-O-G-U-E, éthologue. Ethos, le comportement, c'est la science du comportement. Pour comprendre l'éthologie, en fait, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. En fait, à la base, moi, je suis une linguiste. Je suis une traductrice trilingue. Il y a très longtemps, après le bac, en fait, j'ai commencé comme ça. Et il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est pourquoi on choisit un mot plutôt qu'un autre. Voilà, dans un contexte particulier, quand on va raconter une histoire. Ah, ça lag un petit peu? Ça va. Ah, vous m'entendez plus? C'est vrai que… Ah, ça y est. Ça y est, Bon, ça bon. revient. Oh Ça y est, là on t'a là, retrouvé. désolée. On a des problèmes de connexion. Voilà, donc je vous disais, en fait, ce qui m'intéressait dedans, c'était un volet de l'être humain qui était en fait les premiers prémices pour moi de la psychologie. Et puis j'ai continué en fait et j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie, aux sciences cognitives, à la biologie, à la neurobiologie. Et je me suis dit, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a plein de facettes aujourd'hui, scientifiquement parlant, pour comprendre un être humain. Mais il n'y avait rien qui rassemblait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend comment fonctionne le cerveau, moi, je trouvais que ça avait beaucoup d'implications et ça avait beaucoup de rapports avec sa psychologie, avec son histoire, même avec la biologie purement stricto sensu. Il y avait beaucoup d'interactions en fait entre tous les domaines et je trouvais ça vraiment dommage que rien ne permette de recoller les morceaux et de se dire que l'être humain, c'est pas juste à comprendre à travers un prisme, mais l'être humain, c'est global en fait. Il faut essayer de comprendre tout de façon globale. Et en fait, j'ai trouvé l'éthologie des années plus tard, en fait, grâce à l'université, qui m'a dit, mais en fait, ce que tu cherches, ça porte un nom, c'est la science des sciences. Pour nous, c'est l'éthologie, c'est la science des touches à tout. Donc, en fait, je suis rentrée comme ça, en fait, en éthologie humaine. Et moi, j'ai poursuivi après mon parcours, notamment au Canada, pour comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un être humain? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans notre compréhension? Qu'est-ce qu'on ne sait toujours pas dire? Parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui fait, je trouve, toute la richesse de cette science, c'est qu'on ne sait pas tout. Mais on sait comprendre et expliquer beaucoup de choses sur un comportement. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un comportement? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est exactement un comportement? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comportement? Déjà, je dirais, si on va biologiquement, c'est une réaction. Un comportement, c'est un état qui va être perturbé par des facteurs ou endogènes, donc des facteurs internes, ou des facteurs exogènes. Quelque chose, je dois par exemple aller au travail le matin, hop, je vais devoir mettre en place un comportement, avoir une réaction. Après, c'est vraiment des choses très automatiques. On ne passe pas notre vie à recommencer, à rouvrir un répertoire comportemental. On ne le crée pas. Simplement, c'est comme si on avait une encyclopédie et qu'on avait un certain nombre de réactions préprogrammées. Je ne vous entends pas.
Pardon. On peut prendre l'exemple d'un comportement, on parle de confinement actuellement. Est-ce que, par exemple, comment on peut identifier des comportements que nous sentons inadaptés actuellement, Anne? Alors après, moi, j'aime bien parler de bon sens. Le comportement qui n'est pas adapté, c'est le comportement qui ne permet pas d'obtenir ce qui était attendu à la base. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je veux pouvoir communiquer simplement avec un de mes collaborateurs et je vais lui envoyer un mail pour lui dire que j'ai besoin que nous nous contactions. Je vais avoir une réponse parce que la personne va bloquer le contact et va me dire qu'elle n'a pas le temps, par exemple. Voilà. Ce comportement-là, moi, je vais me dire, il y a un truc qui ne va pas, quelque chose que je ne comprends pas. Soit je vais à ce moment-là avoir une autre réaction, donc une réaction de je vais surenchérir, soit je vais arrêter et me dire, bon, ben, je ne comprends pas, du coup, je ne contacte plus. Là-dedans, vous avez les prémices de ce qui est un comportement totalement inadapté. Je voulais communiquer, j'arrête de communiquer, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, dans les périodes de confinement, on est particulièrement sollicité pour pouvoir communiquer les uns avec les autres en utilisant les méthodologies actuelles. Ça peut convenir à certains, parce qu'il y a certaines personnes que ça va beaucoup soulager d'avoir par exemple moins de déplacements ou peut-être moins de bruit. Donc il y a des gens qui peuvent le vivre très bien. Par contre, ça peut beaucoup perturber d'autres personnes qui ont des difficultés par exemple à percevoir ou à mieux comprendre les interactions ou les ressentis les uns des autres. C'est plus dur quand on n'est que par mail, par exemple, de bien comprendre l'apport, par exemple, de son travail dans une équipe. C'est plus difficile parce qu'on n'a pas forcément les retours visuels qu'on va avoir en règle générale. Donc, en fait, on va avoir des comportements qui sont un petit peu différents. Aujourd'hui, du fait de ce confinement, ça crée aussi en général une sensibilité un peu exacerbée, hein, il faut quand même se le dire, parce que forcément, ça fait un mois de confinement, ça n'est pas simple. On peut le vivre sans forcément le vivre très mal. On peut simplement se dire qu'il y a un petit poids en plus. Alors justement, est-ce que tu peux nous éclairer aussi pour nous parler de toutes les composantes du comportement? Alors, parler de toutes les composantes d'un comportement, peut-être que ce serait trop long. Mais globalement, pour comprendre un comportement, il faut se dire que nous avons tous une façon propre d'analyser un contexte. Cette façon propre, elle va prendre des éléments dans le contexte, dans ce qui nous arrive dans notre vie, et elle va le filtrer à travers différents prismes, comme notre histoire, comme notre état émotionnel, comme nos raccourcis, comme je le disais sur le webinaire précédent, nous faisons des raccourcis d'interprétation parce que c'est plus simple pour notre cerveau. Donc, on en a tous, ils sont propres à chacun. Donc ça aussi, ça va rentrer en considération et surtout, on va rentrer dans une habitude de réaction. En fait, il est très rare qu'en fait on se pose réellement la question, presque de façon intellectuelle, tiens, comment je réagis quand? Et pour autant, mon travail, c'est ça, c'est d'amener à la conscience quelque chose d'assez inconscient. D'accord, alors justement, j'ai une question et on a dit qu'on serait beaucoup plus interactif qu'au premier webinaire à votre demande. Hein. Donc, j'ai une question d'Éric. Les neurosciences s'intéressent également au comportement et la façon dont notre cerveau travaille. Travaillez-vous avec des neuroscientifiques? Absolument, oui, oui, bien sûr. En fait, vraiment, c'est ce que je disais par rapport à la compréhension de l'éthologie. Pour moi, l'éthologie, c'est vraiment la science qui rassemble toutes les autres sciences. Donc moi, je trouve hyper intéressant le travail des neuroscientifiques, notamment sur toutes les études qui vont faire, que ce soit plutôt côté laboratoire ou plutôt côté terrain. Moi, je trouve ça hyper intéressant et effectivement, hein, nous sommes nourris et enrichis par leurs apports au quotidien. D'accord, mais est-ce que justement nous travaillons de manière un peu régulière? Par exemple, on parlait d'université et puis on parlait d'apport avec justement certaines actions d'Andy Réseau avec des chercheurs. Ça, c'est en cours, hein, Anne? Alors oui, pour en parler un petit peu, c'est vrai que nous travaillons en fait sur aujourd'hui différents sujets qui nous amènent à travailler avec la recherche. On cherche à, par exemple, pouvoir outiller un petit peu plus les services informatiques pour qu'ils puissent mieux comprendre l'interaction que va avoir un être humain avec une machine, pour pouvoir justement développer l'accessibilité. Nous restons vraiment sur notre
notre spécificité de comprendre un comportement. Et nous allons avoir des comportements aujourd'hui en lien avec cette machine. Alors, comment elle est? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est un ordinateur, etc. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'en faire? Ce comportement-là, en fait, on est en train de travailler dessus pour pouvoir stéréotyper les choses et pour pouvoir dire, voilà, quand je suis dans un état de stress, je me comporte de telle et telle façon. Et ça, c'est important pour les services informatiques, surtout pour ceux qui créent des applications, de savoir quelles vont être les réactions potentielles de l'humain, dans quel sens est-ce qu'il va mieux comprendre, mieux analyser et mieux trouver une information. Voilà, et juste, je vais répondre. Excusez, on va faire un relais d'interprète. Oui, bien sûr. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, moi je vais juste répondre à Eric. Effectivement, nous travaillons avec des neuroscientifiques. Pour l'instant, évidemment, comme les résultats de nos études conjointes ne sont sont encore confidentiels, nous ne pouvons pas en parler, mais effectivement, nous le faisons de manière assez régulière et surtout sur l'étude dont vient de parler Anne, qui est quelque chose d'assez important. Donc, évidemment, vous en aurez les résultats. Alors, ce que j'aimerais bien savoir aussi, Anne, c'est quand tu travailles en entreprise, donc tu accompagnes des personnes donc, en situation de handicap, mais pas que, en situation de fragilité professionnelle. Est-ce que tu peux nous donner des exemples bien concrets de tes accompagnements? Pourquoi est-ce qu'on vient te chercher? Quel est l'objectif justement de ton métier? Et qu'est-ce que tu vas aller chercher? Comment est-ce que tu réalises ton métier? Alors, en fait, tout est un peu comportement en entreprise. Et c'est très difficile aujourd'hui quand on a des réactions comportementales et qu'on voit ou qu'on s'aperçoit ou qu'on nous dit, parce que ça dépend aussi de comment c'est fait, que notre comportement ne convient pas, que certaines de nos réactions ne conviennent pas. J'avais au téléphone, par exemple, hier, quelqu'un qui me disait, à chaque fois que je passe des tests de recrutement, mes tests sont parfaits. Ce qui bloque, c'est quand je vais directement, en fait, en entretien devant quelqu'un, devant cette personne-là, je ne vais pas savoir travestir la réalité, je ne vais pas savoir dire exactement ce que la personne va vouloir entendre. Et à partir de ce moment-là, en fait, je n'ai pas le poste. Et le fait que ce soit cyclique et récurrent, elle en vient à se dire, mais il y a un problème. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est l'autre le problème? Est-ce que je ne suis pas adaptée? Parce qu'il y a aussi ce doute, la personne va commencer à douter d'elle-même. Moi, je vais vraiment intervenir pour fluidifier en fait les interactions, à savoir que chaque personne a sa place. Et ça, pour moi, c'est un prérequis. On ne va pas commencer à dire que des personnes n'ont pas leur place. Chaque personne a sa place dans la mesure où on arrive à formaliser et à verbaliser des codes qui peuvent être des codes aujourd'hui un peu de l'ordre du non-dit. L'entreprise est pleine de non-dits. Je vais vous donner un exemple simple. Le nombre de personnes à mettre en copie cachée de nos mails et le nombre de personnes à juste mettre en copie. Ça, c'est un non-dit terrible dans l'entreprise et je pense souvent aux jeunes qui rentrent dans l'entreprise, qui se font tacler dans les premiers mois d'arrivée parce qu'ils ne vont pas penser à mettre toutes les personnes en référence en fait à leurs emails. C'est tout bête, personne ne vous l'apprend. Si vous ne le savez pas et surtout si vous n'avez pas la gymnastique de le comprendre tout de suite, vous êtes heurté et vous pouvez vous sentir vous-même inadapté. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. Il y en a beaucoup parce que, comme je vous le dis, tout est comportement. Parfois, ce sont des recruteurs qui viennent me chercher en me disant, voilà, je vois bien que dans mes recrutements, je n'arrive pas à mettre les gens à l'aise. Par exemple, ça, effectivement, on a tout un travail. L'éthologie, c'est aussi un travail de posture, de qui je suis, comment moi je me comporte et quelle réaction va avoir l'autre si moi j'ai un comportement très clair. Voilà, comment est-ce que l'autre va se sentir? La question du lien est primordiale aussi en entreprise. Comment est-ce que j'arrive moi à me protéger, à garder mon espace privé et à en même temps construire quand même une personnalité professionnelle dans laquelle je puisse avoir des relations cordiales et amicales parfois avec les gens autour de moi. Toutes ces questions-là sont des questions qui sont centrales, qui ne sont pas forcément des choses qu'on peut étudier à l'école. En fait, il n'y a pas forcément un livre sur lequel on peut avoir une référence. Et bien voilà, moi, mon travail, c'est de venir vous outiller pour mieux vous comprendre les uns les autres, pour mieux travailler les uns avec les autres, parfois savoir utiliser des supports écrits, savoir réécrire à l'issue d'une réunion, savoir redonner les points fondamentaux, ça peut aider énormément de monde. Des petites règles comme ça qui aident à fluidifier le travail et puis à mettre des warnings comportementaux. Par exemple, quand les gens vont avoir beaucoup de comportements d'inhibition, quand ils vont commencer à se dire « je ne vais pas dire que »,
je ne vais pas demander à, etc. Quand on va rentrer dans ces comportements systématiques de je ne dis pas, je ne veux pas que, à ce moment-là, en fait, mon travail, ça va être d'aller creuser le comportement pour que la personne trouve sa place dans l'entreprise. D'accord. Alors, Anne, j'ai une question de Florence. Donc, elle nous dit, en réaction au stress du confinement, quels sont les besoins et les attentes des personnes de plus de 60 à 65 ans? Est-ce qu'elles sont spécifiques? Est-ce que, en fait, si je comprends bien, Florence, est-ce que justement des comportements dépendent aussi d'une tranche d'âge? Alors, la réalité, c'est que oui. Alors, la tranche d'âge, je ne peux pas vous donner une tranche d'âge en disant c'est 60 ans à partir de là, hein, ce n'est pas vraiment ça. Mais il va y avoir des dominances cérébrales, des organisations cérébrales en fonction des âges. Vous allez avoir l'enfant qui va être plutôt régi, on le sait, par un aspect plutôt limbique, donc il va être plutôt dans de l'émotionnel immédiat, donc il va ressentir plutôt des forts stress à un instant T en lien avec une chose qui va être tout de suite présente et physiquement présente. Vous voyez, le côté confinement, ça va être difficile tout de suite maintenant. Pour l'adulte, à partir du moment où le cerveau va commencer à se structurer entre le cortex qui va prendre la part de la planification, de l'habitude, et puis un cerveau limbique, soit il est bien sécurisé, etc., et la personne va réussir à s'auto-gérer, soit il va être un petit peu subir des héritages du passé, avoir plus de difficultés à se structurer. Donc ça, tout ça, ça va avoir des impacts sur l'adulte actif, je vais dire jusqu'à 65 ans à peu près. Voilà. Bon. C'est vraiment une tranche englobante. Et puis, il va y avoir en fait une difficulté passé un certain âge. Effectivement, on n'est pas égaux, hein, ça peut commencer à 55, 60 ans, et puis après, voilà, aller très vite. Nous, on va avoir des besoins plus importants de sécurisation. On va se sentir particulièrement rassuré quand on va avoir des gens au téléphone, on va avoir ces besoins de contact, ces besoins d'échange, et on va avoir du mal à se retrouver avec les échanges, par exemple, visio, parce que on est plutôt habitué à voir les gens en face et à savoir que le fait qu'ils fassent une démarche de venir nous voir a un sens. Tout ça, en fait, peut effectivement avoir des impacts aujourd'hui. On pense beaucoup aux personnes qui sont dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, etc. Et effectivement, on voit qu'il y a une grande difficulté dans le lien et dans la nourriture de ce lien en fait au quotidien, parce que passé un certain âge, comme je le dis, en fait, on est plus nourri de peur. Ça, c'est vraiment un cerveau qui est prévu pour. En fait, comme on se sent moins d'alerte physiquement, on se sent plus fragile. Dès qu'on se sent plus fragile, on a intuitivement plus besoin de l'autre, parce qu'on se dit que l'autre va nous rassurer. Sauf qu'en ce moment, l'autre, il n'est pas trop là. Donc, alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont mises en place. Et moi, je salue beaucoup le travail des gens dans les EHPAD parce qu'ils ont pu créer beaucoup de liens. Ils essayent vraiment d'être très présents. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment une vraie mobilisation. Alors, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, moi, en tout cas de mon expérience, il y a vraiment eu un travail formidable avec des jeux. J'ai beaucoup participé à la création de certains jeux pour les personnes, pour pouvoir justement créer du lien quand on doit être à 1 mètre les uns des autres. On ne peut plus du tout faire des choses proches, tout simplement. Après, il y a eu tous les aides-soignants, etc. aussi, hein, qui ont dû trouver des solutions pour pouvoir continuer leur travail et l'exercice de leur pratique. Aujourd'hui, tout simplement, nous, ce qu'on peut apporter en plus à nos personnes plus âgées qui pourraient souffrir de ce manque de lien, moi, je le dis souvent, c'est écrire. Ça reste une méthode qui force en fait vraiment un effort. Et je pense que dans ces efforts-là, alors pas un effort négativement, mais on va être obligé de s'arrêter, de prendre du temps pour pouvoir faire un dessin, pour pouvoir écrire quelque chose. Et ça, je pense que ça nourrit le lien. Alors Anne, j'ai pas mal de questions et d'affirmations que je trouve très intéressantes, donc je vais te couper. Donc Christine, une autre Christine nous dit, en fait, ces histoires de comportement, justement, de maturité, ça passe par la connaissance de soi. Hein, je pense que oui, mais ça, je vais te laisser réagir. Et puis Vanessa nous dit, qu'est-ce qu'un comportement inadapté dans un contexte de vie extraordinaire comme on peut le vivre, comme le confinement? Est-ce que c'est ça la notion de résilience? Alors, je vais essayer de reprendre. Alors,
pour répondre, oui, un comportement et la maturité, on va dire émotionnelle, vient de la connaissance de soi, de savoir répondre à ses propres besoins. Et pour ça, il faut avoir expérimenté. Donc, il faut un certain âge, tout simplement. C'est ça aussi les tenants et les aboutissants. C'est qu'on ne naît pas avec ses capacités. Comme je le disais sur le premier webinaire, notre cerveau, en fait, est arrivé, s'est construit au fil des années, mais il y a tellement de différences d'âge entre nos différents cerveaux que nous n'avons pas le bon manuel d'utilisation. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre à se comprendre, à se connaître et surtout à se regarder sans jugement. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment la clé de voûte de mon métier, d'apprendre à ne pas se juger, se regarder, se dire, voilà, je peux être, voilà, me tromper, avoir des comportements qui ne sont pas forcément les bons en certaines circonstances. C'est pas grave, qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux essayer, moi, de me sentir plus à l'aise dans différentes situations? La deuxième question, pour répondre, en fait, un comportement adapté, alors la notion de résilience. La notion de résilience, on va dire que pour l'instant, nous sommes encore dans la période traumatique. La notion de résilience, pour moi, elle induit une liberté. Là, aujourd'hui, on est encore dans j'essaye de trouver une façon de m'adapter et de composer avec un contexte. Quand on est dans la phase de composition, en fait, on est en train d'utiliser notre énergie tous. On est en train de l'utiliser pour pouvoir se sortir de la situation. La notion de résilience, elle commence là, mais en fait, elle sera surtout efficace quand nous allons commencer le déconfinement. Et là, on verra qu'il y aura des réactions très différentes en fonction de l'histoire des gens et en fonction de la façon dont nous nous sommes expliqués le confinement. Ceux qui le vivent vraiment… Oui, vas-y Dominique, s'il faut. Je peux prendre beaucoup de temps, hein, vous me dites. J'ai une autre question, en fait, doit-on déduire de la réponse d'Anne que le travail, alors ça défile assez vite, mais je vais y arriver, que le travail, par exemple, d'une association doit se focaliser sur la sécurisation, via la bonne humeur, le partage. Est-ce qu'une piste, par exemple, de newsletter participative pourrait répondre à l'attente énoncée apparemment, c'est-à-dire à l'attente d'un bon comportement, je pense, dans cette association? Alors, déjà, tout ce qui va être en lien avec la bonne humeur, moi, je trouve qu'en ce moment, il y en a besoin. On a tous besoin de bonne humeur. Ce n'est pas le moment de mettre en place des choses un peu difficiles à vivre. On en a assez comme ça. Après, tout dépend du rôle de l'association. C'est difficile de répondre généralement. Encore une fois, moi, je ne dirais jamais qu'il y a un bon comportement et des mauvais comportements. C'est pas ça. Ça dépend des attentes, effectivement. Je pense qu'il faut être au plus près de ce qu'on vous demande de faire tout en gardant votre propre ADN. La bonne humeur, pour moi, c'est juste, entre guillemets, j'ai envie de dire que c'est l'air qu'on respire, la bonne humeur. On en a besoin. C'est dommage, c'est le même temps de vie, alors autant faire quelque chose un peu sympa. Voilà, mais en tout cas, je n'ai pas de réponse comportementale à apporter par rapport au rôle d'une association. Alors, j'ai une autre remarque que je trouve vraiment intéressante d'Anne-Cécile. J'ai l'impression que la période renforce les bonnes coopérations, tout ça entre guillemets, et les mauvaises coopérations entre individus. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Tout à fait. En fait, c'est le principe du traumatisme collectif. On est en train de vivre une guerre sans forcément avoir à identifier l'ennemi, puisque là, c'est un virus. Mais en fait, on est en train de voir les systèmes dans toutes les guerres en fait, qui se mettent en place. À savoir, les gens vont être proches de leurs voisins. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui se met en place, où il y a des systèmes d'entraide. Et on le voit, moi, je trouve, pour les soutiens aux agriculteurs, aux producteurs, etc. Il y a des trucs qui se mettent en place pour aider les soignants, par exemple, qu'on applaudit le soir. Et effectivement, dans les mauvaises coopérations, je suis assez d'accord aussi. Et ça crée les deux, voilà. Ça crée… chaque personne va réagir avec ses propres moyens et puis avec ses propres ambitions. Et comme en temps de guerre, en ce moment, nous sommes dans la lutte. Donc, on s'organise comme à chaque fois, en fait. Le problème, c'est qu'on répète indéfiniment les mêmes boucles, même si on sait très bien que certaines boucles ne fonctionnent pas. Alors justement, tu parles souvent de comportements contre-productifs. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de comportements contre-productifs en entreprise
Est-ce que parce que tu as accompagné plus de, je sais pas, je crois 400 personnes justement en situation de handicap et en situation de fragilité professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, par exemple, pour les managers qui nous écoutent? Y a-t-il des comportements contre-productifs d'un manager vis-à-vis de son salarié et quelle pourrait être la réponse que tu pourras apporter? Alors déjà, pour comprendre les bons et les mauvais comportements là-dedans, en fait, pour comprendre le comportement adapté, le comportement inadapté, je dirais que la première des choses, c'est comprendre les pensées attenantes. Une grosse partie des problématiques que je rencontre quand j'interviens en entreprise, c'est que les gens vont poser une interprétation du comportement de l'autre. Ils vont se dire, parce qu'on se dit tous des choses, ils vont se dire, il a fait ci, il a fait ça parce que. Et jamais la personne, on va lui demander la réalité de ses interventions. On va partir de principe, par exemple, comme depuis toujours il agit de telle et telle façon, on a formulé dans notre tête une raison à ça. Ces interprétations, on appelle ça des pensées attenantes. Ces pensées-là vont avoir des répercussions dans votre comportement et ces répercussions-là, elles vont être extrêmement difficiles à interroger. Tout simplement, votre cerveau est prévu pour se dire que chaque réaction émotionnelle qu'il a raison. Il se dit, je sais que, mais il ne le dira jamais, mais je sais que. Et ça, on est prévus tous biologiquement pour ça. Mon problème, c'est que la plupart du temps, c'est faux. En fait, les gens ont tous ce qu'on appelle la cohérence interne. Leur comportement est en lien avec leur propre façon de s'expliquer les choses. Donc, quand on est manager, il faut imaginer qu'il faut composer avec la cohérence interne de chacune des personnes qui est dans notre équipe. Ça, plus la compréhension des codes. Est-ce que chaque personne comprend bien les codes? Est-ce que tout le monde a bien conscience et comprend bien son poste, ses attendus, etc. Donc déjà, on voit que le rôle du manager, ce n'est pas un rôle, c'est plein de rôles différents. Et par rapport à ça, un manager, il a aussi sa propre personnalité, ses propres façons de communiquer, etc. Donc, la première chose que je dis souvent aux managers, c'est veiller toujours au respect du cadre. Pour moi, c'est le plus simple à faire. C'est vraiment se dire que chaque personne doit être traitée de façon, entre guillemets, un peu organisée. On ne peut pas vraiment avoir un traitement à la carte. Il y a des horaires communs, il y a une structure commune et puis il y a des attentes qui doivent être en fait systématiques pour toutes les personnes. Donc ça, c'est la règle. Par contre, est-ce qu'il va y avoir, par exemple, un bon comportement managérial? J'aurais tendance à dire pas vraiment. On va dire que le comportement, pour moi, le plus efficace, c'est le comportement dans lequel moi, je reste en lien. Je ne me dis pas que je suis super-héros qui doit faire je ne sais pas quoi. Je me pose juste en disant, voilà, moi, mon intime conviction, c'est, et je suis en capacité de pouvoir échanger avec l'autre pour comprendre son point de vue. Ce n'est pas parce que j'accepte de comprendre le point de vue de l'autre que je suis nécessairement en accord avec son point de vue. Donc voilà, l'idée, c'est aussi toujours de pouvoir se dire, moi, j'ai mes prérogatives, mes injonctions, je dois faire marcher un service, faire marcher une activité. Et par rapport à ça, je vais avoir un comportement qui doit être aussi en lien avec qui je suis moi. En fait, l'idée, c'est que je vois beaucoup de managers qui se mettent dans des situations très, très instables, très insécures, parce qu'ils se disent, pour moi, un manager, c'est. Et alors, c'est quelqu'un de, par exemple, très autoritaire quand sa nature, c'est pas forcément d'être très autoritaire. Voilà. À partir du moment où on commence à surjouer quelque chose en nous, nous ne sommes plus en sécurité entre nous et nous-mêmes. Donc, partir de là, on va avoir des réactions face à nous de gens qui vont percevoir cette insécurité et qui vont venir nous attaquer par rapport à ça. Parce que l'être humain est ainsi. Anne, pourquoi est-ce qu'un comportement, justement, parfois, a tendance à se répéter? Ça, c'est le principe des boucles inconscientes. C'est parce que nous nous disons toujours la même chose. Je le disais la dernière fois, nous n'avons par jour que très peu de pensées différentes de celles de la veille. En fait, notre cerveau est plutôt prévu pour fonctionner entre guillemets en boucle. Donc, devant chaque situation, comme nous avons déjà mis en place un premier comportement, même si ce comportement n'est pas efficace au sens où il ne nous apporte pas ce qu'on voudrait, ce qu'on rechercherait, on continue à le faire. Ça, on le voit très bien chez les enfants, puisque ça vient de là. Hein, tout ça, ce sont des héritages. Ces comportements que nous avions enfants, parfois, pour attirer l'attention, on fait des bêtises. Et donc, notre parent nous dispute et nous punit. Et puis, voilà, quelque part, on passe un mauvais moment, mais hop,
le lendemain, on va être capable de remettre en place ce même comportement. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si mon intention en tant qu'enfant, c'était juste à ce moment-là de pouvoir avoir un contact avec mon parent, je vais aller chercher l'attention de mon parent et je vais le faire de façon très approximative. Poussé à l'âge adulte, ce genre de comportement, en fait, ça nous reste. C'est-à-dire qu'on va être tout à fait en capacité de pouvoir avoir un comportement très agressif, mais tout en cherchant le contact avec l'autre. Donc, ça va créer une sensation d'abandon, une sensation de ne pas être compris, et ça va renforcer notre agressivité parce qu'en fait, on va être de plus en plus agressif en pensant que l'autre nous rejette, donc on va avoir un comportement réactionnel, alors qu'à la base, ce que nous voulions, c'était communiquer. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de comprendre que tout cela se passe de façon inconsciente et que les boucles de comportement, le travail d'un éthologue, c'est de vous dire, là, vous êtes dans une boucle, voilà la pensée qui n'est pas une pensée fonctionnelle, c'est une pensée attenante, elle vous limite. Et si on commençait à analyser le contexte que vous vivez un petit peu différemment, et grâce à une nouvelle analyse de contexte, donc en prenant plus d'informations, en se demandant ce que l'autre voulait dire ou ne pas dire, en se demandant si nous-mêmes nous répondons bien à notre propre volonté. Voilà, tout ça, en intégrant des nouvelles choses en fait dans notre analyse, à partir de là, on va être en capacité de modifier son comportement. Donc en fait, l'objectif de l'éthologie, c'est de nous libérer. C'est ça, tout à fait. L'objectif, alors de libérer, c'est peut-être un peu fort, mais c'est de libérer certaines boucles de comportement. C'est de se dire, voilà, si à chaque fois que je fais telle ou telle chose, je ressens par exemple de l'angoisse, eh ben, au lieu de se dire on arrête tout et on change, on se dit pourquoi je mets ça en place, qu'est-ce que je voulais, et est-ce que si j'essaie juste de faire une modification dans ma première analyse, est-ce que je n'arrive pas à me sentir un petit peu mieux? Et si oui, hop, la personne en fait va directement ancrer le nouveau comportement parce que cette analyse, à partir du moment où le cerveau perçoit qu'elle est plus productive, il va ancrer le comportement tout de suite. Il va le mettre en place parce que ça lui prendra beaucoup moins d'énergie. Alors, j'ai une réaction de Marianique qui nous dit, au-delà de la connaissance de soi, le travail sur soi est essentiel. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis une grande partisane pour dire que nous devons tous travailler sur nous en permanence pour ne pas avoir trop d'impact négatif sur les autres. Je pense que c'est très important, notamment, de travailler son émotionnel. Alors, je sais que ça peut faire peur et que ça peut être un gros mot. Pour autant, juste essayer de comprendre ce que nous vivons bien et ce que nous vivons mal. Fluidifier nos communications avec nos partenaires, avec nos collaborateurs, avec nos managers, pour moi, ça fait partie des choses tout au long de la vie, on doit le faire. On doit se poser la question, est-ce que moi, je suis toujours en phase avec moi-même et donc avec les autres? Autre chose, on me pose la question, comment se traduit un accompagnement avec toi ou avec un autre de nos éthologues au quotidien, par exemple? Parce que quelle est la méthode, quelle est la méthodologie, par exemple, d'un accompagnement par le biais de l'éthologie moderne? Alors, je vais vous raconter la dernière personne dont je m'occupe, puisque en fait, ce matin, j'ai eu un coup de fil d'une nouvelle personne à accompagner. Cette personne, je ne dévoilerai aucun détail personnel évidemment, vit un drame terrible puisqu'elle apprend qu'elle a une pathologie très grave. Au moment, si vous voulez, où sa vie professionnelle prenait un grand essor, elle avait la promotion et puis d'un coup, elle apprend qu'elle a une pathologie qui va amener dans les années à venir énormément d'opérations et de sujets médicaux. Psychologiquement, elle me dit, j'arrive pas à accepter les choses, mais surtout, je n'arrive pas à en parler. Parce que moi, aujourd'hui, on me fait confiance, on me donne une opportunité professionnelle. Et je me dis, si j'en parle, est-ce qu'on me l'enlève? Si j'en parle pas, est-ce qu'en même temps, on va m'en vouloir, etc. Et là, vous voyez, on est rentré dans une question de comportement. La question de comportement, c'est comment je fais quand je vis quelque chose qui est difficile et douloureux. Et ce que je lui disais ce matin, c'était la première des choses. Je pense que c'est important de prendre le temps de digérer une nouvelle. On ne lui en voudra jamais de prendre ne serait-ce que 10 jours, 15 jours pour digérer une nouvelle et pour pouvoir se refaire une projection mentale de soi-même dans tant de temps. Et la question de la promotion, je dis pour l'instant, il n'y a pas de nécessité tout de suite à agir et à réagir. On prend le temps. On voit avec soi-même, on se met en phase avec soi-même et quand on se sentira prêt, on pourra partager cette information
trouver une façon de partager l'information, parce qu'on n'est pas obligé de raconter toute sa vie non plus. On peut très bien juste émettre des bémols, émettre le fait qu'on n'est plus forcément sûr de ce que ça va donner de notre santé demain. Et je lui disais simplement en disant, mais si vous preniez un exemple, ça nous arrive à tous de se dire, et demain, comment je fais? J'ai eu un enfant, voilà, par exemple, je me suis posé énormément de questions. Comment je vais continuer dans ma vie professionnelle avec beaucoup de déplacements avec un enfant? Oui, on se pose des questions. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est tous amenés à devoir, à un moment ou à un autre, réfléchir sur notre vie professionnelle. Il n'y a rien qui est acquis. Je ne sais plus qui disait que ce qu'il y avait de commun dans la vie, c'était le changement. Eh bien, il faut accepter que ce changement, parfois, il est plus ou moins simple. Alors là, c'était pour, voilà, je vous parle d'un événement heureux, mais ça peut être effectivement sur des événements plus difficiles et plus douloureux. Mais ça reste la même chose. S'adapter nécessite, on doit réapprendre à se projeter, il faut apprendre à considérer sa situation. Et dans un deuxième temps, on partage la situation avec son employeur. Je ne sais pas si... Oui, j'ai une réaction de Christine. Moi, j'aime bien en fin de journée faire une petite analyse de ce qui s'est passé et regarder ce que j'ai réussi ou raté. Ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois, en fait. Est-ce que ça, c'est une approche via l'éthologie, par exemple? Alors, tout à fait. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je vous dirais, moi, à votre place, j'irai aussi vers le ressenti que cela me procure. Est-ce que c'est un ressenti qui me booste? Est-ce que le fait, en fin de journée, de me dire ça, par rapport à la veille, j'ai mieux réussi, super, ça veut dire que j'ai compris quelque chose de moi et que je suis plus à l'aise. Si on va sur cette émotion positive, moi, je vous dirais bravo. C'est exactement ça. On peut appeler ça aussi les cahiers de gratitude. On peut appeler ça de plein de façons. C'est la côté réflexivité. C'est un besoin humain. On a besoin de pouvoir se situer par rapport à nos propres objectifs. Donc, pour moi, bravo. Par contre, si on ressent l'impression de toujours devoir se remettre en question, vous savez, ce truc un peu permanent qui fait qu'on ne sait plus tellement sur quel pied danser en se disant « Ah, j'ai pas trop réussi, je crois que je suis pas bien là-dessus, etc. » et que ça crée plutôt une émotion négative. Alors là, j'aurais tendance à me dire « Est-ce que c'était ça mon objectif de base ?» Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, de retourner sur mon objectif de base, c'est-à-dire simplement de me faire une analyse factuelle de mon travail pour savoir si j'ai réussi ou pas à aller jusqu'au bout de ce que je cherchais à faire. Juste, Anne, je pense que tu qui t'es posé, c'est un accompagnement par le biais de l'éthologie. Ah, pardon, bah, écoutez, désolée. Alors, pour vous donner des étapes claires, c'est vrai que des fois je me perds peut-être en parlant. Pour vous donner des étapes claires, il y a toujours. Anne, s'il vous plaît. J'ai pas entendu la question, ça a coupé. Ah, alors, je la repose, pardon. Comment se passe un accompagnement dans une entreprise par le biais de l'éthologie? Quelle est ta posture? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous donner le déroulé de ton travail terrain? Alors oui, je vais vous donner les grandes lignes du travail. Le premier travail pour moi, c'est toujours la création du lien. La première étape pour moi, c'est que la personne comprenne qu'elle peut me faire confiance, que je suis là dans un cadre très particulier pour l'aider, pour l'accompagner, jamais pour la juger, toujours pour apporter des solutions très concrètes. Ça, c'est la première des étapes. La deuxième étape, c'est qu'on comprenne assez finement la situation qu'elle vit, celle qui lui pose problème, celle qui me semble la plus simple à retravailler, parce qu'après, on va mettre en place une problématique de travail et que je vais dérouler à travers des problématiques, on va dire par escalier. Là, pour donner des exemples, par exemple, quand je suis un peu perdue pour reconstruire mon projet professionnel, ça nous arrive aussi à tous d'avoir des crises en disant, bah voilà, je sais que ça, j'aime plus, par contre, je ne sais pas vers où je vais. Moi, je vais mettre en place des étapes. En fonction de qui est la personne aussi, c'est toujours très adapté, hein, on est vraiment sur du spécifique. Et je vais premièrement commencer à expliquer à la personne, aujourd'hui, la situation, je vais lui faire un bilan éthologique de sa situation pour qu'elle comprenne l'environnement dans lequel elle a évolué, les réactions qu'elle a mises en place, celles qui sont tout à fait appropriées et celles sur lesquelles, en fait, il y a un vrai travail à faire. Et je lui propose, est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je ne fais pas ce qu'il faut? Comment est-ce que je peux réfléchir un peu différemment? Bon. Comme je disais, je pars des analyses de situation. Donc, moi, je vais enrichir chaque analyse de situation
par des éléments nouveaux. Souvent, je fais appel au bon sens. Je lui dis, mais comment font les gens qui rencontrent les mêmes situations que vous dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils font eux? Et la plupart des gens me disent, bah, ça, je ne sais pas. Et donc, en fait, je vais leur dire, bah, moi, par rapport à mon expérience, voilà ce qui me semble être des bonnes réactions, des bons chemins. Et puis, je vais toujours enrichir de lecture, de phases d'observation, en fait, parce que ce qui est important, comme je vous le disais, c'est de sortir nos réactions de nos inconscients. C'est d'arriver en se disant, tiens, je suis perçue comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui va être sans filtre. En tant qu'éthologue, nous sommes des interventionnistes. Nous disons clairement la façon dont nous percevons les choses. Si je perçois que le ton de la personne, par exemple, est fuyant, si je perçois, par exemple, qu'elle est un petit peu combative, si je la sens toujours dans la rébellion, etc., tout ça, ça va être des choses que je vais verbaliser en disant, si moi je vous sens comme ça, en fait, mon premier comportement va être réactionnel par rapport à ça. Je vais me positionner par rapport à l'émotion que vous me semblez me renvoyer, forcément. Donc, je ne vais plus avoir un comportement neutre. À partir de là, en fait, je vais dérouler un fil qui va permettre à la personne d'avoir une nouvelle posture, d'avoir une posture plus assise, plus réelle par rapport à qui elle est réellement. Toujours pareil, j'outille aussi les gens d'outils de communication simples. Juste on fait un relais. Ok. Merci. Anne, justement, je vais en profiter. Oui. Voilà, merci. Je vais en profiter pour te poser la question, Nelly. Je pense que ce qui est demandé, c'est en clair combien de temps, par exemple, tu accompagnes les personnes en moyenne. Est-ce que c'est par journée entière ou est-ce que une séance par semaine, des exercices? Comment est-ce que sur le terrain, justement, tu procèdes de manière assez concrète pour accompagner? En fait, c'est d'abord, c'est un service RH qui te demande de te mettre en relation avec une personne d'un service. Comment ça se passe? Alors, les donneurs d'ordre sont multiples, effectivement. Ça peut être les services RH, ça peut être les services de santé au travail, ça peut être les missions handicap. Voilà, je peux avoir vraiment différents donneurs d'ordre. Et attends, je ne suis pas sûre de bien pouvoir réfléchir, enfin pouvoir répondre à cette question en me disant voilà. En fait, juste parce que peut-être que je me suis mal exprimée, l'idée c'est comment est-ce que tu en viens à accompagner une personne et quelle est ta méthode d'accompagnement dans le temps? C'est-à-dire, tu parlais du donneur d'ordre, donc c'est soit la mission handicap, soit les RH, soit un manager qui vient te voir, soit un médecin du travail qui vient te dire voilà, cette personne-là, on a un problème, elle a un problème dans l'entreprise, on a un problème avec elle, par exemple. Ça peut se passer. Voilà, on remarque par exemple qu'elle se surcharge de travail, qu'on a du mal par exemple à la manager, ou dans l'autre sens, on n'est pas sûr qu'on arrive bien à la fidéliser dans l'entreprise et qu'elle trouve ses marques dans l'entreprise. Après, les problématiques vont être multiples et variées et je vais agir en fonction de la problématique. Il y a des gens que je vais voir plutôt par demi-journée parce que c'est ce qui semble le plus efficace par rapport à leur situation. Globalement, pour travailler le comportement, pour moi, l'idéal, c'est de voir les gens 1h30 à 2h tous les 15 jours. Comme ça, vous avez le temps de pouvoir mettre en pratique, parce qu'à l'issue de chacune de mes séances, il y a une mise en pratique comportementale. Je demande aux gens de faire un travail comportemental pour commencer en fait à initier ce changement, cette nouvelle perspective, cette nouvelle façon d'analyser les choses. En fait, elle doit être pratiquée au quotidien. Et entre deux séances, il y a toujours des échanges, on s'appelle, on a des échanges SMS, pour que les personnes aussi puissent ancrer ce nouveau comportement et comprendre quand elles mettent en place quelque chose qui va être bien pour elles, qui va leur faire du bien, et elles vont sentir tout de suite le bénéfice. Et quand les personnes vont avoir plus de difficultés, quand il y a plus de résistance. Moi, je suis vraiment là pour essayer d'outiller pour que, en gros, pour que quand on analyse une situation, on prenne plus d'éléments et plus d'éléments, entre guillemets, marquants. Donc, en fait, tu vas tout de suite, avec cette personne-là, fixer les objectifs poursuivis, c'est bien ça? Tout à fait. Et nous devons tous être en accord avec ces objectifs-là. Très bien. Alors, Eric nous dit, coach et PNListe, votre approche fait écho à mes accompagnements. Travaillez-vous également à partir d'objectifs SMART à portée parfois? Tu n'as pas du tout un rôle de coach. Justement, l'éthologue est complètement différent. Est-ce que tu peux nous donner justement les différences d'approche qui sont complémentaires à d'autres approches, évidemment?
En fait, pour moi, ce n'est pas la question de différent ou pas différent. La question, c'est on travaille tous sur de l'humain, on a tous nos propres méthodologies. La méthodologie SMART en fait partie. C'est quelque chose que moi, je n'applique pas au quotidien parce que je préfère toutes les applicatives comportementales qu'on peut avoir plutôt sur les approches cérébrales, en fait, comprendre ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir apaiser cérébralement parlant, entre guillemets, c'est-à-dire pouvoir poser certains mots, apprendre aux gens à être plus efficaces dans telle et telle situation, etc. Les méthodologies des coachs, aujourd'hui, en fait, je ne peux pas dire qu'elles soient complètement à l'opposé non plus de notre façon de fonctionner, parce qu'elles s'appuient sur de l'humain et sur du travail humain. Simplement, en fait, nous, le principe d'un éthologue, c'est vraiment d'avoir du multifocal, de pouvoir travailler avec une perspective qui va s'appuyer sur plein de sciences différentes. J'ai une autre question de Christine. Une personne que l'on a du mal à manager, pouvez-vous développer, par exemple, quelle personne vous mettez dans ce groupe? Parce que c'est vrai que le métier de l'éthologue, c'est quand même de travailler des séances en face à face avec la personne concernée, mais aussi de travailler avec l'équipe, avec du management. Donc, est-ce que tu peux essayer de répondre à la question de Christine? Une personne que l'on a du mal à manager, pouvez-vous développer quelle personne vous mettez dans ce groupe? Oui, alors une personne qu'on va avoir du mal à manager, ça va être une personne avec laquelle je vais avoir des difficultés à réfléchir à son évolution professionnelle, je vais avoir du mal à réussir son intégration au sein de l'équipe, je vais avoir du mal à la nourrir intellectuellement quand elle en a besoin, je vais avoir du mal par exemple à lui fixer des objectifs. Voilà, donc ça, la personne qu'on a du mal à manager, ce n'est pas du tout en lien avec un jugement. Je suis un bon ou un mauvais manager. Simplement, c'est la question du besoin. Est-ce que j'arrive à répondre ou pas à ce collaborateur et à faire en sorte que ce soit vraiment du gagnant-gagnant. La personne apporte à l'entreprise et l'entreprise apporte à la personne. Et ça, c'est vrai que en fonction des situations, c'est toujours difficile de parler du très spécifique. C'est pour ça que des fois, je me perds un petit peu parce que mon métier, il se fait sur du surspécifique. On arrive et on doit comprendre très rapidement les tenants et les aboutissants des comportements. Pour ça, effectivement, un éthologue, en fait, si vous voulez, il va tout de suite comprendre, vous avez tel et tel comportement. C'est comme si mon travail, c'était d'arriver et de lire votre encyclopédie comportementale, de voir vos réactions dedans, de savoir que celles et celles-là, elles sont très anciennes, qu'elles ont forcément un impact émotionnel dans votre vie avant, qu'il va falloir que je vous en fasse prendre conscience. Par rapport à ça, que vous, je ne vous déstructure pas dans votre vie quotidienne, parce qu'il va falloir aussi que vous continuiez à vivre et que j'arrive à vous faire passer un cap très en douceur, parce que mon métier se fait très en douceur, et que ça vous permette à vous, demain, de vous sentir plus libre. Voilà. D'accord. Alors, justement, puisque tu as eu aussi et tu as l'habitude d'accompagner des personnes en situation de handicap, j'ai une question. Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander pour pouvoir apprendre plus sur l'éthologie, surtout s'il y a un lien avec le handicap? Et moi, je rajouterais peut-être une chose. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'accompagnement après la survenance d'une pathologie, par exemple? Voilà, d'abord, première question, est-ce que tu as un livre à nous recommander? Alors, je vais essayer de répondre. Première des questions, c'est est-ce qu'il y a des livres? Alors, il y a beaucoup de livres qui vous parlent de l'éthologie humaine, notamment l'éthologie moderne et l'apport des neuroscientifiques dans l'éthologie. Vous avez vraiment pléthore, si vous regardez L'homme programmé, par exemple, vous avez beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, je trouve, hyper intéressantes et que vous trouvez sur, vous trouvez sur le marché. Est-ce que j'ai des bibles? En fait, j'en ai plein. C'est pour ça que c'est toujours un peu difficile de les sélectionner. Mais je vais profiter de ça pour répondre aussi à Dominique et à ta question sur les accompagnements quand il y a une survenance de pathologie. Je suis une grande fan de Lévin, qui a écrit un livre qui est éthologue, qui a écrit un livre qui s'appelle Guérir par-delà les mots, qui est une de mes bibles fondamentales parce que c'est de se dire, en fait, le corps imprègne des réactions, imprègne des choses, des traumatismes, et comment est-ce qu'on libère un corps de tous ces traumatismes. En fait, ça a été tout un travail qu'il a mis en place de compréhension très fine
des analyses suite à un traumatisme, des analyses de situation. Et en fait, il a compilé tout un livre, en fait, qui est une méthodologie de travail, pour moi, dont je me sers quasiment au quotidien, pour permettre aux gens de comprendre à quel moment le corps parle et quand il parle, qu'est-ce qu'il vous raconte. Alors là, moi, je vais respecter bien notre temps de parole, hein, puisque nos participants sont certainement en, en- ont d'autres réunions qui vont suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et c'est formidable. On va vous envoyer après ce webinaire un petit questionnaire pour mieux comprendre vos attentes. Donc surtout, si vous pouviez y répondre, on va vous l'envoyer aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez justement nous donner un peu votre vision? Est-ce qu'on a été assez clair? Est-ce que voilà, ça a pu vous aider dans votre management, dans vos accompagnements justement de personnes en situation de handicap? Anne va effectivement écrire le livre. On nous demande le livre, donc on va évidemment vous le transmettre. Moi, juste avant de terminer, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux à nous dire merci, formidable, etc. Merci à vous, on est ravis de pouvoir partager ce qui nous passionne, c'est le comportement humain, le fonctionnement du cerveau, etc. Tout ce qui est notion justement de pensée attenante, biais cognitif. Merci Anne. Moi, pour terminer, j'aimerais demander à Anne 3 conseils pour changer, par exemple, nos comportements inadaptés. On en a tous. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour justement essayer d'éviter, essayer de changer notre comportement inadapté? Alors, oui, je vais vous donner 3 conseils que je donne aujourd'hui assez régulièrement. Le premier conseil pour modifier une réaction comportementale, c'est de se dire: et si on arrêtait d'interpréter ce que l'autre veut nous dire lorsqu'il nous parle? C'est tout bête. Mais alors ça, je trouve que c'est la nourriture des couples. Je le vois beaucoup, en fait, quand on en parle comme ça, avec « non, mais je ne vais pas lui dire, je suis habituée à ce que, de toute façon, il me réponde ci ou ça ». Ce comportement-là, le truc de se dire « je ne parle plus, je ne communique plus et surtout, je garde mon interprétation comme si elle était réelle, alors que je ne suis pas allée voir l'autre et je n'ai pas questionné l'autre ». Ça, c'est la première des choses. Arrêtez cette interprétation parce qu'elle est particulièrement délétère. Je ne dis pas que vous avez 100% tort. Je dis juste que la plupart du temps, vous verrez que vous serez étonné des réactions des autres. Ça, c'est première chose, arrêtez d'interpréter. Deuxième chose, mettez-vous des warnings internes. Alors, je fais partie d'une génération, quand on lisait des livres enfants, on avait des cassettes audio et il y avait pour tourner la page un petit signal, un petit ling ling ling. Moi, je propose aux gens souvent de dire, quand vous commencez à vous sentir pas très bien, à avoir une espèce d'émotion assez désagréable quand vous êtes dans l'interaction avec quelqu'un d'autre, mettez-vous ce petit gling 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 en tête en disant il se passe quelque chose. Soit moi je me sens pas bien, soit j'ai l'impression que l'autre, il y a quelque chose que je comprends pas. Et grâce à ces petits warnings internes, en fait, ça nous permet de faire le fameux pas de côté. Je m'arrête, je prends une photo mentale de cette situation et j'essaie de trouver une solution. Et la dernière des choses, c'est apprenez à communiquer le plus simplement du monde. Je ne vois pas le problème de dire à quelqu'un, ben là, tout de suite, j'ai l'impression qu'on n'est pas en phase dans notre échange. J'arrive pas, je voudrais vous dire que, et je n'y arrive pas. Voilà. Moi, je pense qu'à partir du moment où on arrive à se dire les choses très simplement, en partant des faits concrets, pas des interprétations, mais vraiment de ce que nous vivons, de ce qui se passe en nous, en fait, on permet de fluidifier. Surtout, on a un retour très qualitatif tout de suite de ce que l'autre veut nous dire et de ce que nous pouvons à ce moment-là interpréter de ces mots. D'accord, donc en fait, tu nous as donné 2 conseils, là, le troisième. Non, tu nous en as donné 3. Bon, alors, d'accord. Alors, moi, je vais terminer avec cette question de Vanessa. Du fait, durant ce confinement, il y a plus la vision des comportements physiques. Est-ce impactant? Alors, c'est impactant, mais nous ne le ressentons pas tous de la même façon. Effectivement, en fait, il y a tout un monde chimique aujourd'hui qui n'existe plus beaucoup, puisque, effectivement, par exemple, nous décodons beaucoup plus facilement les émotions quand nous sommes en relief qu'aujourd'hui sur nos écrans où nous ne sommes pas en relief. Donc, il y a toute une partie, en fait, d'interprétation qui se fait moins. On peut se sentir
un petit peu plus fragiles, entre guillemets, émotionnellement. Je pense beaucoup, surtout à ceux qui sont à la base déjà un peu fragilisés. En fait, cet effet de confinement peut avoir des effets un peu encore plus difficiles à gérer parce qu'émotionnellement, on peut avoir besoin d'encore plus de sécurité, de réassurance. Je dis souvent aux managers quand ils m'appellent, n'hésitez pas à remercier vos collaborateurs de leur travail, à juger, à dire voilà comment il est le travail, est-ce que c'est utile, pas utile, est-ce qu'il y a des choses à modifier, etc. Mais toujours faites un retour sur le travail qu'on vous propose. C'est tout simple, mais parce que cette question de place en ce moment, elle est fondamentale. Les gens ont besoin de savoir si ce qu'ils font, ce qu'ils ont essayé de faire parfois, est utile ou pas utile. Et en fait, le fait de ne pas forcément avoir beaucoup de temps, parce que je pense qu'on fonctionne tous un peu comme ça, c'est que malgré tout, pour ceux qui sont comme nous en télétravail, on a cette sensation que la fin de journée est pesante parce qu'on passe beaucoup de temps en échange, dans des échanges qui sont beaucoup plus difficiles à gérer parce qu'on n'a pas ces temps en fait de transport qu'on pouvait avoir avant ou ces temps de pause café, etc. C'est une autre organisation au quotidien. Donc c'est impactant, oui, c'est pas, ça n'aura pas d'effet forcément délétère non plus. D'accord. Merci beaucoup, Anne. Merci infiniment, mesdames, qui nous ont permis de traduire ce webinaire en langue des signes. Merci à notre équipe. Merci Sophie, Christine, Antonio, voilà, François. Bon, voilà, donc excusez-nous. C'était vraiment, on a beaucoup de remerciements. N'hésitez pas à aller voir sur notre site qui explique justement les accompagnements, l'éthologie. On a une petite vidéo qui explique comment on accompagne avec un témoignage d'une personne qu'on a accompagnée justement dans une situation compliquée. N'hésitez pas à suivre nos webinaires, ils vont être retransmis sur YouTube. On vous souhaite en tout cas une bonne journée et puis surtout on vous dit tous à très bientôt et restez confinés. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.